Sur ce, sur cette première vidéo, on va se tourner sur France Info. Vous allez voir que sans cligner de l'œil, sans bégayer, on va expliquer en plein direct que Monsieur Mélenchon est un racelard. Et aucune réaction de la présentatrice de France Info devant ces insultes de l'aboyeur surexcité JS Ferjou, qui est fondateur d'Atlantico. Vous parliez des réactions des partis politiques, notamment à gauche. On va voir ce tweet de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Regardez, il va s'afficher à l'écran, qui a donc réagi à ce conseil de défense et à ce rapport. Regardez, j'alerte. Cette fois-ci, l'islamophobie franchit un seuil. Un conseil de défense autour du président accrédite les thèses délirantes de Retailleau et de Le Pen. Ça suffit. Vous allez détruire notre pays. Ce genre de méthode a déjà été appliquée dans le passé. D'abord contre les protestants et les juifs. Cela conduit tout droit à un déchaînement d'inquisition cruelle contre les personnes et désastreuse pour l'unité du pays. Arrêtez ça. Mais Monsieur Mélenchon est raciste, il n'est pas juste paternaliste, moi je le dis, je l'assume, et qu'il l'attaque en justice, s'il a envie de l'attaquer en justice, ça me fera plaisir d'aller m'en expliquer. Il est raciste. Parce que ne pas être capable d'entendre la vérité dans ses interlocuteurs, ne pas être capable d'entendre tous les gens qui, dans le monde arabo-musulman, disent que les frères musulmans sont une menace. Je rappelle qu'il a été interdit dans la quasi-totalité des États musulmans, à l'exception du Qatar, et pas officiellement au Maroc, mais dans les faits, c'est quand même ce qui se passe. Donc Monsieur Mélenchon, qu'est-ce qu'il considère? Il considère que tous les musulmans en question, ils sont islamophobes, parce que, je vais vous dire, c'est très facile de prendre les gens pour des bons sauvages. Monsieur Mélenchon, il traite Alors Monsieur Mélenchon n'est pas sur ce plateau, malheureusement, pour vous répondre. Ce discours-là, qu'il y réponde s'il veut. Monsieur Mélenchon traite les musulmans comme des bons sauvages, qu'il soupçonne, dont il considère qu'ils ne pourraient être que l'objet des passions de la société française, sans être capables par eux-mêmes, comme n'importe quel autre humain, d'être doués d'une autonomie de pensée et d'avoir des projets qui peuvent être bons comme mauvais. Les musulmans sont des citoyens comme les autres. Certains d'entre eux ont des projets politiques. Faire comme si, déjà, tout le reste, comme si monsieur Retailleau ou madame Le Pen les mélangeaient tous, c'est absurde. Mais encore une fois, c'est surtout mépriser les musulmans eux-mêmes, parce que souvent, ils sont les premières victimes de l'islamisme. Jean-Sébastien Fourgeon, on a entendu. Et là les amis, on va se tourner sur France Inter. On a Larcher qui nous dit sans rire que Villepin est d'extrême gauche, mais que Retailleau Ratatouille n'a rien à voir avec l'extrême droite. Et ça les amis, c'est extraordinaire. Je dirais même, c'est magistral. De sujet, Dominique de Villepin, dont j'ai été le ministre, j'ai du mal à faire la différence avec des propos tenus par l'extrême gauche. Voilà. C'est-à-dire, vous avez l'impression que Dominique de Villepin parle comme sur un certain nombre de sujets, c'est en tous les cas mon sentiment. Mais sur sa critique qu'on peut entendre dans d'autres voix, dans d'autres bouches, qui est de dire que Bruno Retailleau, quelle est vraiment sa différence avec quelqu'un comme Jordan Bardella, par exemple, sur le fond? Écoutez, sur le fond, il y a une vraie différence. Lesquelles? Par exemple, sa vision sur l'économie, sa vision sur l'équilibre de la société, sa vision sur la laïcité. Eh bien, Bruno Retailleau, c'est tout autre chose que... Quelles sont les différences sur la laïcité? Par exemple, sur la laïcité, vous avez un Bruno Retailleau très attaché à la loi de 1905, très attaché à ne pas prendre le communautarisme comme une espèce de levier politique. J'ai envie de vous dire les amis, à lui aussi je ne confierai pas mes enfants. Plus que cela, je ne confierai pas mes animaux. Parce qu'à voir sa tête et sa façon de s'agiter, j'ai bien peur qu'il fait les mêmes soirées que Morandini. Là les amis, on va se tourner sur CNews avec Karim Zeribi, ancien député européen, qui va déplorer la confusion dans l'esprit des Français entre les musulmans et les islamistes. Moi j'entends dire il faut pas faire de confusion entre musulmans et les islamistes. Et là je vois des chiffres, 91 000 fidèles qui fréquenteraient des mosquées affiliées aux musulmans de France. Est-ce que ça veut dire que 91 000 fidèles sont les adeptes des frères musulmans? Sur les chiffres du rapport, hein. Je pose la question. Non mais arrêtez de me couper toutes les 30 secondes. Non mais vous avez posé... Un fidèle qui fréquente un lieu de culte, en général il fréquente un lieu de culte de proximité. Non mais tu poses la plupart du temps, un fidèle, il fréquente le lieu de culte de son quartier. Il ne fréquente pas parce que on va y prôner tel islam ou telle sensibilité. Donc je pense qu'il faut raison garder. Si on doit lutter contre ceux qui veulent faire de l'islam politique ou mettre à mal les fondements de la République, on a des services pour ça. Donc on a des mesures judiciaires pour fermer les mosquées. Okay. Mais encore une fois, quand j'entends dire non, il ne faut pas faire la confusion, je suis désolé, alors, ça c'est du cinéma. C'est la fin du débat. La confusion elle est faite dans les... C'est la fin du débat, on est un peu... C'est quand même fou les amis, on a fait un quota quand même. 91 000 fidèles qui fréquentent des mosquées affiliées ou proches pour la prière du vendredi. Mais ça veut dire quoi ça les amis? Ça veut dire que tous ceux qui font la prière le vendredi feraient partie des frères musulmans?
Et là les amis, on va se tourner sur BFM TV. Vous allez voir un débat assez croustillant entre François Piquemal, député de la France Insoumise, et Mathieu Lefèvre. On va dire que ce personnage-là est plutôt du RN bis. Non mais vous vous rendez compte du ridicule dans lequel vous êtes en train de patauger pour expliquer une proposition de loi qui n'a ni queue ni tête. Et heureusement, il y a encore quelques voix dans la Macronie, contrairement à ce qu'on dit, qui ont un peu de raison. Je cite la sénatrice centriste, Nathalie Goulet, qui s'est élevée contre cette proposition de loi en disant mais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller contrôler les jeunes filles dans la rue pour savoir est-ce qu'elles sont contraintes ou pas contraintes, quel âge elles... Vous allez faire quoi ensuite? Vous allez chez... Monsieur Lefèvre, je vous arrête. Monsieur Lefèvre, arrêtez de couper les gens. Soyez calme. Écoutez des arguments. Oui, mais les débats, c'est s'écouter. C'est important. Bah, par exemple, vous voyez, la manière dont c'est présenté, c'est comme si on voulait préserver la jeunesse. C'est quoi le budget en moins pour l'éducation nationale, monsieur Lefèvre? Ah bah si, ça... Si. Allez, il va jusqu'au bout. Attendez, il dit sa proposition. 95 millions d'euros en moins pour le budget de la jeunesse, 65 millions d'euros en moins pour la vie associative, 0 € pour la protection de l'enfance. Vous voyez, donc si vous voulez vraiment lutter contre le fait que des enfants seraient soi-disant contraints par leurs enfants, par leurs parents, pardon, eh bien, mettez des moyens publics, mettez des services publics. Ce que vous avez fait depuis 2017, c'est tout le contraire. Donc, vous êtes un hypocrite et vous vous servez avec votre camp musulman pour régler vos problèmes de l'interne et c'est particulièrement, désolé de le dire, mais particulièrement dégueulasse. Finalement, et regardez le ridicule. Vous avez monsieur Odoul qui vous court après tellement vous êtes à l'extrême droite désormais. Et oui, les amis, de plus en plus de députés macronistes commencent à ressembler et faire partir, je dirais même, de la bande de Ratatouille. Et là, les amis, on va se tourner sur TF1 avec le rapport sur les frères musulmans. Et oui, les amis, la seule existence des médias TV et des politiques français, à part bien sûr les députés de la France Insoumise, et vous l'aurez bien compris, c'est d'attaquer l'islam et les musulmans en général en France. C'est hallucinant. Alors on va se déporter avec David Guiraud, député de la France Insoumise, qui explique qu'on est en train d'assister pleinement à la construction d'un ennemi de l'intérieur. Il fut un temps, c'était le complot J. Aujourd'hui, c'est le complot des musulmans. Bref, vous l'aurez compris que c'est toujours les mêmes qui parlent, et c'est pour ça qu'on vote pour eux. Pensez de la sortie de ce rapport sur les frères musulmans commandé par l'État l'année dernière? Je crois qu'on assiste à un moment assez difficile dans l'histoire de notre pays, dans lequel on a un conseil de défense sur une menace qui est présentée comme ça, qui s'appelle les frères musulmans. Alors j'ai pas encore lu le rapport, j'ai vu des extraits. Mais je suis pas sûr que le rapport soit en capacité de le définir très bien en fait. Qu'est-ce que c'est que les frères musulmans? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont leurs réseaux, leur organisation? Pour l'instant, il n'y a que des événements assez flous et des connexions assez lâches qui sont mises entre elles. Et ce qui me inquiète dans la séquence actuelle, c'est qu'on est en train de construire une islamophobie d'État et qu'aujourd'hui, on est en train d'assister pleinement. Mais vous savez, malheureusement, dans l'histoire de notre pays, il y en a eu d'autres, à la construction d'un ennemi de l'intérieur. Fut un temps, c'était le complot juif. Aujourd'hui, c'est le complot musulman. Et ce qui m'inquiète, c'est que je sais où mènent ces discours. On n'en est pas fort heureusement aujourd'hui là, mais en tout cas, on est en train de créer un nouveau discours de la 5e colonne, et habituellement, c'est l'extrême droite qui crée ces discours-là. Là, aujourd'hui, c'est le gouvernement qui le porte. C'est le gouvernement qui essaye d'écraser, parce que si j'ai bien compris dans le rapport, il y a quand même un élément intéressant, c'est que quelque part, on nous dit la nébuleuse frères musulmans se constitue quand il y a un retrait de l'État ou quand il y a une forme d'islamophobie. Mais il faudrait peut-être que l'État se demande s'il n'a pas justement participé à tout ça. Quand on ferme une école comme l'école Averroès à côté de chez moi, qui a un enseignement où les gens sont respectueux des règles de la République, qu'on laisse ouvert par ailleurs Betaram où il y a 150 accusations pour viol et violences sexuelles sur des gamins, mais qu'on ferme un établissement privé musulman pour des motifs extrêmement flous, avec une justice qui donne tort à l'État, mais on est en train de sombrer. Et en parlant de député Raslar, voici le festival des fascistes à l'Assemblée nationale. Vous allez voir un moment pathétique. Si on n'avait pas su qui avait signé l'amendement, on aurait pu deviner que ça venait de monsieur Allègre-Pilot, qui s'est illustré par exemple en qualifiant de mascarade l'introduction du droit à l'IVG dans la Constitution ou en partageant des cartes racistes sur les hiérarchies des QI dans le monde. Quand même qu'on situe l'interlocuteur du débat. Je trouve ça inadmissible. Je demande qu'une sanction soit prise contre cet individu qui ose traiter un représentant de la nation de raciste. Miskin, adjectif ou non, est courant dans la langue des jeunes où il signifie pauvre, malheureux, à plaindre. Et je vais vous laisser avec les 14 minutes d'interview sur Europe 1 de David Guiraud. Écoutez ce fameux rapport sur les frères musulmans. L'absence de sérieux journalistique que
que David Guiraud, député de la France Insoumise, contredit avec des faits. Et oui, lui il a lu son rapport. Vous allez voir que cette séquence nous offre même quelques séquences presque comiques. On va parler de ce rapport qui fait beaucoup parler ces dernières heures. Un rapport sur les frères musulmans, l'influence des frères musulmans en France, avec des chiffres à l'appui, avec des faits très concrets. C'est mis sur papier. C'est désormais un document officiel qui sera publié aux yeux de tous à la fin de la semaine. C'est ce qu'annonce l'Élysée. Et je vais lire votre tweet, une partie de votre tweet, David Guiraud. Vous avez réagi à ce rapport. Le débat public agité par des responsables politiques cyniques, relayé par des médias irresponsables, continue d'enfoncer la France dans l'islamophobie. Quand on le lit, le rapport ne parle pas d'un danger, par exemple, de passage à l'acte physique, d'acte terroriste. On parle de 400 personnes en France. Allez, 1000 au maximum. C'est ce que dit le rapport, hein, c'est pas moi. C'est à la page 40. C'est le noyau, voilà. C'est le noyau qui serait effectivement les personnes, entre guillemets, envoyées directement par les frères musulmans, qui ensuite étendent évidemment leur réseau. Ah non, parce que moi je lis le rapport, hein, c'est même marqué en gras à un moment. Un fidèle fréquentant une mosquée de la mouvance n'est pas, loin s'en faut, membre de la mouvance. Mais personne n'est membre, personne n'a cette carte aux frères musulmans, vous le savez, c'est pas du tout un non, parti. Mais attendez, il faut être sérieux sur ce dont on parle. À aucun moment, on ne définit les frères musulmans. On parle d'un réseau, mais par ailleurs d'un réseau qui est extrêmement divisé, qui globalement respecte les lois de la République, même si on dit en fait qu'ils ont un double discours, etc. Mais d'un réseau dont le budget est divisé par 2 en 5 ans, avec seulement 5 établissements scolaires sous contrat avec l'État. On parle de 400 personnes, et dont les membres supposés, hein, parce que tout ça fonctionne par supposition. Évidemment, il n'y a jamais d'affirmation extrêmement forte, si ce n'est quelques figures qui sont relevées, mais dont on a du mal à dire si elles sont en coordination entre elles ou pas, si elles sont d'accord entre elles ou pas. Je vais vous faire une annonce, elles ne le sont pas. D'ailleurs, c'est un peu parfois dans le rapport, donc on parle des Bordelais, puis de Lyon, puis de Marseille, puis du Nord, et des gens qui n'ont pas forcément grand-chose à voir entre eux. Donc oui, effectivement, moi je vous le dis, on participe aujourd'hui à la création d'une figure, mais ça fait plusieurs années qu'on est là-dessus. Comme quoi, en fait, par essence, le musulman est en train de comploter, en train de faire la taquilla, hein, la dissimulation, en train de comploter contre les lois de la République. C'est pas la réalité. Ce qui est islamophobe, bon, le rapport en soi, c'est un rapport. Mais ce qui est islamophobe, c'est derrière les discours publics et les politiques publiques. Parce que moi, par exemple, quand je vois qu'on ferme un lycée, pas très loin de chez moi à Roubaix, hein, c'est le lycée Averroès à Lille, à cause d'une bibliographie, voire même d'un ou deux livres dans la bibliographie, mais que le lycée Bétarame... Notamment un livre qui est signé par lui-même, qui a été... il faut le dire quand même, M. Guiraud. Mais d'accord, mais il faut savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire moi... Entre un livre dans une bibliothèque, une bibliographie, avec un livre, que vous pouvez d'ailleurs juger contestable, etc., mais il faudra encore me dire sur quoi. Mais à la limite, pourquoi pas, discutons-en. Mais on ferme un contrat d'association sur la base d'une bibliographie, mais par contre l'établissement Bétarame, où il y a 150 plaintes pour viol et violences sexuelles sur des gamins, le lycée, l'établissement est encore ouvert. Et oui, je suis désolé, mais en fait, il y a une différence de traitement entre les musulmans et les autres. Comment on peut nier ça quand on voit cette... Et ça, c'est une politique, effectivement, islamophobe. Mais Monsieur Guiraud, ce qui est très étonnant dans votre propos, c'est que vous parlez effectivement de complot musulman, vous l'avez dit à l'instant, vous le dites également dans votre tweet, pourtant à aucun moment ce sont les musulmans qui sont mis en cause. On parle des frères musulmans, on parle d'une idéologie rigoriste qui est en train d'infiltrer, qui est en train justement d'essayer de convaincre les jeunes musulmans de les rejoindre. Mais il n'est pas question de musulmans en tant que tels. Le problème n'est pas l'islam, le problème c'est ceux qui diffusent un islam rigoriste. Mais vous avez probablement lu le rapport à l'envers, parce qu'en fait ce que dit le rapport, c'est que l'influence est très limitée, pour même qu'elle recule, que les financements reculent, que dans les pays d'origine, d'où viennent historiquement les frères musulmans, c'est globalement une éradication, mais ils sont très en difficulté. Donc où est la progression? Parce que vous voyez, on parle des musulmans, et derrière les frères musulmans, en fait, vous avez énormément d'acteurs politiques, médiatiques, etc., qui comprennent tous les musulmans. Il vous suffit d'écouter d'ailleurs une récente interview d'un préfet, je ne sais plus, globalement, c'est tous les musulmans, en fait, les frères musulmans. Et c'est cette manière de présenter les musulmans comme étant une force rampante, contagieuse, où en fait on les compare à une maladie, qui fait que derrière on a des discours et des actes islamophobes. Des actes d'État, des discours d'État, et aussi des actes islamophobes dans la population. Enfin, je veux dire, il y a quand même un fidèle, il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Aboubacar, qui s'est fait poignarder dans sa mosquée par quelqu'un. Donc si on est incapable de prendre nos responsabilités par rapport à ça, et de se dire que dans le traitement médiatique et dans le traitement politique de ce genre de rapport, il y a un petit problème, parce que typiquement, à aucun moment dans le rapport il est parlé, par exemple, il est question d'une menace physique, mais qu'on le fait dans un conseil de défense,
qui est censé être quelque chose qui est relatif, pardonnez-moi, à la politique de sécurité et de défense nationale, mais imaginez les discussions dans un des lieux les plus importants pour notre défense nationale. On est là en train de dire, le président et le service de renseignement, de dire, bah oui, Blik Hussein, il défend les droits des femmes en 2014, mais il y a un moment où à la mosquée de Rony-sous-Bois, il dit que l'homme ne doit pas laisser sa femme seule sortir du foyer. Mais vous voyez, c'est quoi la priorité du pays? Alors il y a quand même autre chose dans ce rapport qui là pour le coup est très parlant. On parle de promotion du voile chez les jeunes filles, parfois des 5-6 ans. Non mais c'est pas très drôle parce que Monsieur Guiraud, c'est pas très drôle, vous savez, parce que non, c'est pas drôle du tout. Alors je vous laisse répondre. Je vous laisse répondre. Alors on en parle. Vous savez à quelle page on en parle? Moi je l'ai sous les yeux. J'étais tellement sûr que vous alliez m'en parler que j'ai le rapport sous les yeux. On en parle à la page 50. On en parle uniquement à la page 50. Alors il y a un petit encadré qui fait 1, 2, 3, 4, 5 lignes. D'accord? Donc c'est suffisamment court pour que je vous le lise. Le phénomène de voilement des mineurs de parfois 5-6 ans n'est pas endémique, mais apparaît désormais bien présent sur le territoire national. Il apparaît soutenu par un puissant ressort wahhabo-salafite. Déjà, c'est pas les frères musulmans, hein, d'accord? C'est pas la même chose. Mais on va parler des frères musulmans, la mouvance frériste, sans en faire un marqueur doctrinal, d'accord? Donc c'est quelque chose que les frères musulmans ne défendent pas, ne s'opposent pas aux partisans de ce voilement. C'est-à-dire qu'en fait, on juge par la négative. Les frères musulmans ne défendent pas le voilement des fillettes, mais on va en parler. Et ensuite, ainsi, la position n'est pas uniforme dans les écoles de la mouvance. Il y a 5 lignes sur un rapport de 70 pages sur le voilement des fillettes. J'étais sûr que vous alliez m'en parler. Je suis désolé, mais là, vous n'êtes pas à la page. Ou alors vous n'avez pas lu. Et moi, des fois, je me demande si les journalistes, ils ont bien le temps de lire, parce que je sais que l'actualité bouge partout. Mais enfin, il y a 5 petites lignes dans un petit encadré tout timide. Et ça, dans le rapport, il y en a plein des moments comme ça où on aborde avec une grande légèreté les choses. En plus, sur ces 5 lignes, on dit que c'est pas les frères musulmans qui défendent ça. Donc, faut être sérieux, en fait. Quand on fait ce travail-là. Je ne sais pas si vous avez l'occasion souvent de discuter avec des fidèles musulmans qui sont parfois effectivement un peu plus âgés, qui ont vu parfois dans leur pays d'origine les frères musulmans s'infiltrer et diffuser cet islam rigoriste. Ils n'ont pas besoin de ce rapport pour se rendre compte que voiler les jeunes filles, c'est un projet dans plusieurs quartiers, que c'est quelque chose qui se diffuse. Ils n'ont pas eu besoin de ça. Et c'est vrai que finalement pour vous, c'est un point de détail, c'est quelque chose qui serait un petit peu, qu'il faudrait prendre par attendez, j'emploie déjà une forme. Vous dites que c'est ce que vous voulez, mais non, mais vous dites que c'est un phénomène marginal. Alors c'est décrit comme un phénomène marginal à 5-6 ans, évidemment. C'est quand même pas généralisé à 5-6 ans. Mais notre discussion, elle prend un tour très intéressant parce qu'on était sur la base d'un rapport. Vous m'interrogez sur le voilement des fillettes dans le rapport. Je vous réponds texto que le rapport lui-même dit que c'est extrêmement marginal et qu'en plus c'est pas les frères musulmans. D'accord? Et là, vous allez sur une discussion où vous me posez une question sur les discussions que vous avez, avec qui vous parlez, mais sur la base, en fait. Là, on n'est plus sur un rapport, on n'est plus sur de la recherche scientifique, on n'est plus sur de l'investigation de terrain, on est sur des discussions que vous aurez eues avec des anciens des quartiers. Je suis pas sûr, pour ma part, que le groupe Bolloré ait énormément de discussions avec les musulmans. Je vous remercie. J'ai pas besoin de mon actionnaire pour avoir des contacts et pour parler. Permettez-moi de soulever un petit doute quand même. Mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que là, vous voyez, on a une discussion sur la base de vos impressions ou des discussions informelles que vous avez pu avoir avec des gens qui sont pas inintéressantes mais qui sont pas sérieuses pour un journaliste. Ce que je suis en train de vous dire. C'est là où moi je vous critique, c'est que vous êtes journaliste, donc soit vous avez le rapport, soit vous me parlez de faits établis. Monsieur, on parle du rapport avec un vieux du quartier que vous avez croisé, je sais pas où. Monsieur, on parle du rapport depuis 10 minutes. Il est là, il a été présenté. Monsieur, je pose encore les questions que je choisis. Je m'énerve absolument pas. On est dans une discussion. On est dans une discussion qui est assez vive parce que vous aussi vous êtes assez vif et c'est pour ça qu'on vous invite. Simplement, on parle du rapport depuis 10 minutes. Là, je dévie parce que c'est aussi la voix de beaucoup de musulmans qui se sentent aussi oubliés parce que justement, évidemment que ces problèmes qui sont pointés au cours d'un conseil de défense, bien sûr qu'on va en parler dans les médias parce que c'est un problème de cohésion nationale. Et il y a d'autres musulmans plus modérés qui eux aussi sont contents qu'on s'attaque à ce problème et qui ne voudraient pas finalement qu'on les prenne par-dessus l'épaule. Pardonnez-moi. Mais de qui portez-vous la parole? C'est qui ces beaucoup de musulmans? Est-ce que vous êtes en capacité de me les quantifier un petit peu? Donc vous êtes musulmans modérés dont vous parlez? Monsieur Guiraud. Moi, je m'appuie sur un rapport, j'ai réagi à un rapport. Je vous dis juste, vous me dites beaucoup de musulmans ou les musulmans modérés. Comment vous définissez, vous, un musulman modéré? Moi, je suis sûr qu'on n'aura pas, par exemple, la même définition d'un musulman modéré. Donc cette discussion est une discussion de comptoir, c'est-à-dire qu'on peut en parler au café, mais c'est pas une discussion à la hauteur d'un mandat de responsable public ou d'une profession de journaliste. Et je vous le dis, on passe beaucoup de temps justement là-dessus, sur des discussions de comptoir.
savoir que moi, je vous le dis, je l'assume, je refuse de les avoir. Parce que le prix du kilo moyen de viande hachée, il est à 11,50 € là. Donc, vous voyez, donc si vous voulez me donner vos impressions, on prend un café, on en discute, on s'engueule s'il faut. Mais là, on parle d'impression. À part si vous me quantifiez, à part si vous avez des éléments, parce que c'est votre travail d'avoir des éléments, vous me les donnez. Mais si vous avez des formules aussi vagues que beaucoup de musulmans souhaitent je suis pas sûr que vous soyez leur porte-parole. Mais c'est étonnant quand même, parce que je suis en train de vous dire que beaucoup de musulmans souhaitent s'attaquer au rigorisme. Mais monsieur Guiraud, bien sûr. Mais je vous dis que beaucoup de musulmans souhaitent s'attaquer aux franges les plus rigoristes parce que ça les dérange, et vous semblez prendre le parti des franges rigoristes. Donc c'est assez déroutant. Mais moi je ne semble rien du tout. J'ai compris que ce soir, pour vous, tout était question d'impression ou de ressemblance. Absolument pas. Encore une fois, on a parlé d'un rapport qui a été présenté au Conseil de défense aujourd'hui. Moi, je me base sur des faits, d'accord? Je vis dans une ville à Roubaix où les musulmans que je vois, que je rencontre, sont fatigués d'avoir des discussions qui tournent H24 autour de la construction de la figure du musulman en France comme étant la figure du problème, comme étant la figure de la maladie. Voilà, c'est ça, aujourd'hui, moi, les problèmes que j'ai. Mais si vous avez des éléments contradictoire. Si vous avez un débat, par exemple, avec un musulman à me faire avoir, mais aucun problème, on parlera. Mais je vous dis, à mon avis, à mon humble échelle, voilà, c'est pas du tout ce que j'entends. Et que quand il y a des discussions entre les musulmans, ce sont des discussions entre les musulmans. D'accord? On n'est pas obligé de légiférer pour savoir quelle est, nous, notre appréciation de c'est quoi le musulman modéré, c'est lequel qui a raison. Parce que sinon, on rompt avec le principe de laïcité. Mais ça, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Si vous voulez rompre le principe de laïcité et dire l'État définit maintenant, au sein d'une religion, qu'elle soit catholique, juive, musulmane, qui c'est le modéré, qui c'est qui a le droit de parler et qui parle pour les autres, vous pouvez. Mais c'est plus la France laïque. Le principe de laïcité est largement rompu par des réseaux des frères musulmans qui, par exemple, ont encouragé le port de l'abaya, qui est maintenant interdit justement au nom du principe de laïcité, qui encourage le port du voile dans les compétitions sportives, qui est banni par le code olympique. Et ça, c'est le travail des frères musulmans. C'est là que le principe de laïcité est rompu. Mais ce que vous dites n'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai. Aujourd'hui, on a des nouvelles, et c'est pour ça que je parle d'islamophobie d'État. C'est-à-dire que fut un temps où ces dispositions n'existaient pas et ça se passait pas trop mal. L'abaya, c'est une robe longue. La question, par exemple, à l'école, c'est celle du prosélytisme ou pas, à la limite. Mais une robe longue, vous légiférez sur des robes longues avec l'arbitraire extrêmement fort de quelqu'un qui va devoir décider de, selon la robe de la personne, est-ce qu'elle est musulmane ou pas. Et donc participer aussi à cette construction de la figure musulmane qui se pose. Et après, vous allez vous plaindre quand on interdit l'abaya à l'école, mais en fait qu'on interdit parfois à des jeunes femmes, ou des jeunes élèves plutôt, parce qu'elles sont rarement majeures, à des jeunes élèves de porter des robes longues et de se sentir refoulés d'un établissement. Vous allez vous plaindre qu'ils vont dans des établissements privés. Et une fois qu'ils vont dans des établissements scolaires privés, on cartonne les contrats d'association entre l'État et l'établissement scolaire privé. Il y a un moment, il faut savoir ce que vous voulez. Merci beaucoup. On vous a entendu. Un petit mot juste pour un dernier mot. Très rapidement. Oui, c'est juste à propos. J'ai 3 policiers de ma circonscription, en tout cas de Roubaix, qui sont décédés récemment. Voilà, je voulais avoir un petit mot pour eux. Vous savez, c'était en mai 2023. Oui, Paul Manon et Steve. Voilà, c'est pour eux parce que j'ai été pris à l'Assemblée, mais voilà. C'est entendu. Guiraud, merci.